son rôle. On va laisser chacun son appréciation. L'éducation nationale, effectivement, a une lecture de la situation, une perception de la situation, et puis ça les concerne directement. D'où l'intérêt, effectivement, de les associer. C'était quelque chose qu'on devrait faire dès le départ. Mais nous, alors, qu'est-ce qui nous a un peu motivé, peut-être donné l'envie de le faire, c'est qu'on discute entre nous. On a fait des gamins avec lesquels on parle, on a fait des parents avec lesquels on parle, et puis en même temps, on est aussi parents d'élèves. En même temps, aussi, il y a l'actualité. Hein? Donc, ce qui fait que, bon, l'actualité, c'est des médias, et on ne se doute pas que les médias ont une influence aussi sur la formation de notre perception des choses. Et quand on a affaire à des enfants, des gamins, qui vont être sur les réseaux sociaux, à l'heure de journée, parce que ça fait partie de leur environnement, qui vont être avec leur père, c'est aussi notre environnement, qui vont être dans leur famille sur notre environnement, qui sont à l'école sur notre environnement. Alors ces multiples environnements font qu'à un moment donné, on crée des aptitudes, des comportements qui peuvent échapper à la vigilance des parents. Moi, je le pense au mon cas, en tant que parent. Souvent, il y a des choses qui m'arrivent, mais avant de réaliser qu'en fait, ça s'est passé, ça s'est construit, c'est un processus qui a abouti, ça prend du temps. Mais une fois que je commence à réaliser ça, je me dis, ah, donc il faut anticiper. Et d'où l'intérêt, effectivement, de partager un peu, de partager les propos avec entre parents, parce que ceux qui sont là, la plupart c'est des parents, il y a des jeunes, il y a des élèves aussi, qui sont aussi concernés par la question. Donc chacun a un regard, chacun a un sentiment, mais comment effectivement on peut nous tous partager nos expériences, faire en sorte que le but qu'on vise dans cet atelier-là, dans cet échange-là, qu'en tant que parent, quand je fais face à des situations de violence, quels sont les outils dont je dispose, ou quelle est la posture que je pourrais avoir, pas pour aggraver la situation, parce que quand on est face à une situation de violence scolaire, c'est qu'à un moment donné, l'enfant qui est quand même au centre de tout, c'est quelqu'un qui souffre. Donc à un moment donné, je pense que ça demanderait plus d'avoir une attention que d'aggraver la situation. Et puis cette souffrance-là est partagée aussi par l'école, d'un côté, parce que l'école, les enseignants également, quand l'enfant n'est pas bien, aussi souffrent avec effectivement ce comportement de l'enfant. Donc en fait, je crois que dans cet environnement-là, l'intérêt c'est d'avoir le dialogue, d'avoir une posture de dialogue, de discuter. Alors, il y a Pape Cicero que je vous présente, qui nous accompagne beaucoup dans différentes actions que nous menons ici. Sur les questions de parentalité, sur les questions, parce qu'après sur les questions d'interculturalité, parce que lui il en parle beaucoup, sur le rôle des pères aussi, donc ça aussi c'est des sujets sur lesquels il travaille beaucoup, et donc à qui on a sollicité pour venir en tout cas partager avec nous ce temps d'échange. Donc il va animer l'échange, et puis ça permettra effectivement comment dirais-je, de développer en tout cas de donner un peu ton expérience par rapport au sujet, et enfin de permettre effectivement à tous ceux qui sont là de pouvoir participer d'une certaine manière, et puis peut-être voilà, de les entendre, parce que aussi c'est ça, c'est-à-dire que lui, il n'est pas un expert à tout, mais c'est quelqu'un qui, c'est un conférencier, c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler beaucoup sur ces problématiques-là. Donc, mais en même temps, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir l'échange, que ce soit les parents, que ce soit vous aussi les jeunes, hein, vous êtes à l'école, au lycée pour certains, c'est important, parce que c'est dans cet échange-là aussi qu'on arrive, nous, en tant qu'acteurs, parce que comme je le disais tantôt, on n'est pas spécialistes, donc on est vraiment des pratiquants, on est dans l'action, mais en même temps, on vit la réalité, quoi. Tu vois, c'est tout ça qui nous façonne à un moment donné, qui nous donne la perception des choses, qui peut-être nous permet effectivement d'avoir cette portion d'alerte à un moment donné, de dire, ah, attention, là, il y a des choses qui bougent, là, attention, on va faire ça, et puis ça permet d'aller tous dans le même sens, et puis au profit effectivement de ces gamins-là. Voilà, donc Pape, je ne vais pas le présenter, je pense qu'il va se présenter lui-même parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur Pape, mais c'est quelqu'un qui nous accompagne, hein, qui nous accompagne beaucoup. En tout cas, je tiens aussi à remercier Ariane d'être là, les familles qui sont là, les parents, les jeunes, Madame Menosson, Madame Chatier, et puis Manon, de l'équipe de développement local, merci. Donc, Pape, je te donne la parole, en tout cas sur le thème de comment deviez-vous
réagir en tant que parent face au cas de violence scolaire auquel votre enfant pourrait être confronté? Merci beaucoup, Silla, merci. Moi j'aime bien venir à SOS, ça fait plus de 20 ans que je suis et j'accompagne SOS Casamance. J'aime bien venir ici parce qu'il débat souvent, il pose des sujets qui sont au cœur de la cité et que beaucoup n'osent pas aborder. C'est extrêmement courageux de parler de l'actualité. Une association doit être au cœur de la cité, mais une association qui est en marge de la cité, ça ne va pas du tout. Voilà, si on veut promouvoir le vivre ensemble, il faut aborder y compris les sujets difficiles et délicats. Et par la parole, on arrive à beaucoup de choses. Par le dialogue, on arrive à beaucoup de choses. Et là, il est question de violences qui touchent les enfants dans un lieu qui est dit préservé. On appelle ça un sanctuaire. L'école est un sanctuaire. Il y a une loi qui protège effectivement l'enfant à l'école, c'est l'article 111. Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire, et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu par l'article 222, etc. Le cadre est clair. L'école est un sanctuaire. Voilà. Il doit être un sanctuaire. Quand vous amenez votre enfant à l'école, vous allez au travail, vous ne devez même pas penser à lui à l'école parce qu'il doit être bien à l'école. En théorie, hein, c'est ce que la loi dit, en théorie. Mais ce sont des individus qui se rencontrent. Et quand les individus se rencontrent, je prends une image africaine, les dents et la langue cohabitent, et de temps en temps, les dents mordent la langue. Et après, ils vivent ensemble. Donc, il y a un conflit. Le conflit, il est inhérent à toute société. Quand on vit ensemble, forcément, il y a conflit. On se compare, etc., dans les cours d'école. Bien. Et donc, la violence vient. Qu'est-ce que la violence? La violence, c'est tout simplement exercer une force sur autrui, le contraindre. Je suis plus fort que toi, ben, j'exerce ma force. Mais heureusement que la loi est là pour nous protéger. Mais restons seulement sur la violence. Comment est-ce qu'effectivement, quelqu'un qui est fort, parce que tout simplement, les enfants, qu'est-ce qu'ils font dans les cours d'école? J'ai écrit des petits articles où j'ai dit, les cours d'école sont des barbaries. Pourquoi? Vous êtes différents. Tout de suite, celui qui veut émerger va dire « Ah, il est clair ». Donc, il est différent. Il va prendre la différence comme problème. Mais la différence n'est pas du tout un problème. Lui aussi peut dire « Ah, il est roux ». Et s'il est plus costaud, il exerce une puissance sur lui. On est dans la jungle, etc. Donc, la violence, elle existe. Elle existe. Mais ce qui est très bien, c'est comment percevoir cette violence. Comment on doit la percevoir? Parce que il y a des gens, c'est très difficile de percevoir, la violence chez l'enfant parce que l'enfant ne dit rien. On va dire que l'enfant est sage. Ce n'est pas parce qu'un enfant est sage qu'il ne souffre pas. Et ça, je l'enseigne très souvent. C'était à Versailles où je donnais des cours à des enseignants à l'académie. Me dit, ah, mais c'est un garçon sage, mais il souffre. Comment repérer la souffrance? Est-ce qu'il est victime de violence? Est-ce qu'il est victime de harcèlement? Parce qu'il est gros, parce qu'il est noir, parce qu'il a les cheveux bouclés, parce qu'il a les cheveux longs, parce qu'il est roux, parce qu'il est blanc, etc., etc., etc. C'est multiple. D'accord? Alors, donc cette violence-là, il faut la comprendre, il faut la détecter pour effectivement permettre à l'enfant d'être épanoui. Ce que nous voulons, c'est que nos enfants soient épanouis partout où ils sont. Que nos enfants soient épanouis partout où ils sont, qu'ils soient en sécurité. Mais c'est une utopie, ce n'est pas possible. C'est un idéal. Nous tendons tous à ce que nos enfants puissent effectivement vivre ensemble, bien, en harmonie, dans l'espace public et dans les institutions, à l'école notamment, qui devrait être un havre de paix. Bien, donc, la violence, comment dire encore, les professionnels face à la violence, qu'est-ce qu'ils font?
il y a beaucoup de façons de faire. Les parents, comment diagnostiquer? Nous avons, vous savez, maintenant, la famille n'est pas facile du tout. Vous avez la famille monoparentale, la famille éclatée, la famille recomposée, etc., etc. On oublie aussi les violences intrafamiliales que l'enfant va transporter à l'école. Et je dis souvent que l'école est le réceptacle de l'environnement. Quand l'environnement tousse, quand l'environnement a des problèmes, l'école le reçoit. Quand l'école a des soucis, on le voit aussi dans l'environnement. Donc, il faut un dialogue comment on appelle, la cité et l'institution. Il faut véritablement qu'il y ait des occasions pour échanger. On peut ne pas être d'accord, mais dès lors qu'on décide d'échanger, on trouve des solutions. Je prends l'exemple tout simplement dans certains quartiers extrêmement difficiles. Ce sont les mamans qui se sont levées pour être des veilleurs. Veiller effectivement à l'harmonie du groupe, etc., pour lutter contre les violences. Je me rappelle une maman malienne, elle était femme ressource à Saint-Denis, et il y avait un enfant extrêmement difficile, voilà, mais qui subissait des violences intrafamiliales. Quand il va à l'école, ben, il fait le gros dos, il embête tout le monde. Et cette dame-là, quand les enseignants, parce que les enseignants étaient formés, quand les enseignants ont compris que s'il y a un leader ou une personne ressource à te calmer, on est allé la voir. Et vous savez ce qu'elle fait? À la récréation, il y avait le mur, elle fait comme ça. Et le petit pape, qui se met la terreur, dès qu'il voit la maman, il se calme. Et c'est comme ça qu'il a travaillé avec l'école. Vous voyez comment effectivement la famille est entrée dans l'école de façon symbolique pour gérer un conflit qui est latent, qui pouvait perdurer. Mais ça, c'est l'intelligence des enseignants. Parce que normalement, l'école, c'est le cadre des enseignants. Mais ils ont travaillé ensemble pour qu'effectivement, quand il y a problème, on prend le problème et on discute, on trouve une solution. Et ils ont trouvé cette solution. Je ne dis pas que cette solution va fonctionner partout, mais en l'occurrence, ça a fonctionné. Donc, ce qui est très important, c'est effectivement être capable d'identifier. Et pour cela, il faut communiquer avec nos enfants. Dans la parentalité, nous avons des parents qui ne savent même pas où sont les enfants. Ils ne savent même pas où sont les enfants. Qui ne posent pas de questions aux enfants. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que ça s'est bien passé, etc. Voilà. Des enseignants aussi qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je ne fais que transmettre, instruire. Mais on n'a pas à leur confier l'éducation. L'éducation, c'est les parents. On confond souvent instruction et éducation. Attention, hein? Les parents éduquent, l'enseignant instruit. L'enseignant peut de temps en temps rectifier une éducation. Il y a un amalgame. On veut que l'enseignant soit éducateur et instructeur. Il devient fou. Notre ami est là. Ariel a beau être compétent. Je ne pense, oui, bon, lui, il est très fort. Il n'y a pas de problème. Lui, il peut tout faire. En tout cas, beaucoup faire. Mais prenez un jeune que j'ai formé à Besançon, 22 ans, et tu le mets dans cette situation-là. Il devient fou. Un jeune de 22 ans. Parce que maintenant, à 22 ans, on enseigne. Vous l'amenez dans un quartier difficile, ben, il ne voit pas, il ne comprend pas, il banalise, etc. Donc aussi, l'école peut banaliser, tout comme les parents peuvent banaliser, mais que faire? Voilà. Donc moi, j'aimerais bien qu'on discute autour de ça. Comment dire encore, les professionnels face à la violence, comment faire? Un enfant en difficulté, comment faire? Quel est l'environnement effectivement qui permet effectivement un équilibre pour un vivre ensemble harmonieux? C'est ça qu'on veut. Former un citoyen qui ne soit pas violent, qui partage. Quand il a besoin de parler, bah, qu'il ose parler. Donc la confiance entre effectivement l'institution et les parents. Il faut une confiance entre les deux. C'est comme ça que le dialogue peut s'établir. S'il n'y a pas de confiance, le dialogue ne peut pas s'établir du tout. Voilà. Donc il faut une confiance. Et il faut véritablement ce qu'on appelle la coéducation. Voilà. L'idée de la coéducation, c'est un ancien ministre qui l'avait initié. Après ça, un tout petit peu disparu. Jospin, je crois. Il y a un Jospin qui avait introduit ces termes de coéducation. Et après, au fil du temps, je ne sais pas ce qui est arrivé, hein, mais on ne l'entend pas trop. On parle de parentalité, etc. Mais la coéducation me semblait, moi, extrêmement intéressante. Et c'est l'image africaine qui dit, pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Mais ça, quand je l'enseignais à l'université à Besançon, parce que j'ai enseigné pendant 10 ans à l'UFM de Franche-Comté, quand je le disais, il m'a dit, ah, ça c'est en Afrique. J'ai dit, bah non, c'est pas seulement en Afrique. Quand tu vas au fin fond de la Franche-Comté, il y a 20 ans, 30 ans, mais c'était comme ça, mon frère. Ce n'est pas une couleur de peau.
À l'époque, les Blancs, hein, c'était comme ça. Les maisons étaient ouvertes, le dialogue était permanent, etc. Vous êtes européenne ou blanche, je ne sais pas si vous avez demandé à vos parents, mais c'est comme ça. C'est comme ça. L'enfant, il fait le con, le vieux le regarde, il baisse la tête. Mais maintenant, c'est la solitude, c'est l'individualisme, etc. Mais c'est tout simplement un problème d'évolution de la société, c'est tout. Les gens, ça va très vite. Mais l'Europe et l'Afrique, c'est la même chose. Quand tu regardes, Marie connaît très bien ces sujets-là, on l'a abordé ensemble. Après maintenant, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui est très important, c'est la qualité d'écoute, être vigilant. Nos enfants sont fragiles. Et Dolto disait, un enfant, c'est une personne. Et il faut l'écouter. C'est très facile de faire golo-golo dans la case, ne pas assumer son enfant. Ce qui est très important, et je l'ai écrit une fois, et on m'a taxé de Bunti, mais ce n'est pas grave. Bunti, c'est quelqu'un qui a la peau noire et a la tête blanche, comme si le noir ne doit pas réfléchir. Je leur dis, faire un enfant, c'est un projet. Je suis l'un des rares à le dire. Et je l'assume. Et je l'assume. Faire un enfant, c'est un projet. Récemment, l'actualité, une dame a laissé ses 4 enfants dans un local pendant 4 heures. Il est allé boire un pot. Les enfants ont pris une plaque chauffante, ce qui est dangereux, 2 ans, etc. Vous voyez que la connerie, ce n'est pas seulement... ça appartient à tout le monde. Et ça, c'est l'actualité. Et ça aussi, c'est une façon d'être violent. Ça aussi, c'est une façon d'être violent et d'être irresponsable. Voilà. Donc, quelquefois, les enfants héritent d'une situation et ils le transfèrent. Et on ne le voit pas. Qu'est-ce qui fait que cet enfant transfère ça à l'intérieur de l'école? Qu'est-ce qui le fait? Il devient violent, il tape, etc. Il lève la main, etc. Voilà. Je sais que l'école fait beaucoup en France sur les théories d'éducation, la sensibilisation au vivre ensemble. L'école fait beaucoup. De plus en plus, ils vont dans les pays du Nord pour aller chercher des informations sur la théorie de l'empathie. Voilà comment je vais faire effectivement pour que le harceleur, il réduit effectivement le harcèlement pour qu'il puisse vivre ensemble avec ses copains, etc. On parle aussi dans les écoles, vous savez, quand on divise l'espace, il y avait un espace football par exemple, je donne un exemple et je termine là, les garçons, ils occupaient 80% du terrain. Depuis peu maintenant, l'espace est partagé. C'est un détail, mais qui est très important. L'espace est partagé. Avant, c'est 80% football. Maintenant, non, il n'y a pas que le football, il y a autre chose. Hein. Et là, si la fille veut jouer, il faut qu'elle joue. Parce qu'on ne voit pas la violence qu'on fait aussi aux filles. Comment on les marginalise, on les met à côté. Ah non, toi tu es une fille. Et vous allez les voir, regardez très bien, quand vous allez dans les cours d'école, les filles sont aux alentours. Regardez très bien, si je raconte des histoires, elles sont aux alentours, mais pas au centre. Pape Sissoko qui est costaud, il est au milieu, il fanfaronne, il joue, etc. Mais de quel droit? La petite Sylvie n'a pas le droit d'être au milieu. Donc ça, c'est un travail à faire, effectivement, une éducation à faire pour tout simplement intégrer tous les jeunes et que la violence cesse. Mais pour autant, il faut être vigilant, savoir identifier les difficultés des enfants, etc. Donc voici, grosso modo, pour introduire. Et j'aimerais bien qu'on échange autour de la violence. Par exemple, quand vous sentez qu'un enfant est victime de violence, que faire? Voilà, comment on le détecte, quels sont les outils qui sont mis en place, etc. etc. Voilà ce que j'avais à dire. C'est là. Merci, Pape, en tout cas, pour cette introduction, c'est résumé. C'est très, très intéressant. Et c'est vrai qu'en t'écoutant, tu as parlé des parents. Alors, c'est vrai qu'on on est dans une société où il y a une évolution du modèle familial. Aujourd'hui, on rencontre différents types de familles. Et on se questionne, on se pose beaucoup. Des parents en souffrance. Je pense que tu seras d'accord avec moi que des parents en souffrance, ça transmet aussi enfants en souffrance aux enfants. Parce qu'on le voit. Et on est aussi dans un territoire assez intéressant sur ce point-là. Et puis nous, en tant que structure associative, les publics qu'on accueille souvent, c'est aussi, on lit beaucoup de choses. Parce que c'est des familles qui viennent, mais souvent c'est des familles avec des enfants dans des conditions extrêmement difficiles. Et on se questionne en se disant, mais oui, mais dans ces situations-là, mais quel est l'avenir de l'enfant? Comment va devenir l'enfant? Comment va se passer, ainsi de suite, ainsi de suite.
Bon, la plupart du temps, je ne dis pas que je ne fais pas le lien directement pour dire que oui, l'enfant peut, parce que j'ai vu des parents qui vivent dans des difficultés, mais qui se sont beaucoup battus pour les enfants, qui se sont beaucoup investis pour les enfants, et ces enfants ont réussi. Donc, après, pour moi, voilà, c'est des choses, c'est d'un cas, d'une famille à l'autre. Ça peut ne pas être un élément peut-être d'appréciation tout à fait catégorique. Alors, mais en fait, identifier effectivement les signes de violence, tu l'as dit, c'est extrêmement important parce que la violence peut être physique comme elle peut être verbale. Ça aussi, c'est extrêmement important. Alors, la violence physique, ça se voit tout de suite, mais la violence qu'on ne voit pas souvent, qui se passe entre les élèves à l'école, c'est peut-être des insultes, tu es nul, tu es ceci, tu es cela, ben, ça bouscule, ça c'est quand même des violences souvent extrêmement difficiles à détecter si on n'est pas vigilant. Ça veut dire que par exemple, mon enfant qui sort de chez moi, qui va à l'école, quand il revient à la maison, je regarde. Je vois par exemple un petit bleu sur son visage. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je me suis cogné la tête. Ah oui, tout simplement, je t'ai cogné la tête, ça s'est passé. Peut-être c'est des mensonges. Peut-être, voilà, ils se sont tapés dessus. Mais il ne me le dira pas. Mais tout ça, ça doit alerter aux parents. Il arrive par exemple à la maison avec des habits déchirés. Il arrive à la maison, il est parti avec des chaussures ou bien pas avec des chaussures. Mais c'est ça, c'est en fait des signaux. Ça, je le dis tout simplement parce que on est tous des parents. Moi, au-delà d'acteur que je suis parent. Et c'est des questions sur lesquelles je suis très vigilant aussi. Et à partir de cette vigilance, par exemple, mon enfant sort, il revient avec des conditions qui n'étaient pas du tout celles avec lesquelles il était sorti. Ben, je m'interroge. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je commence à comprendre, à réfléchir, et je peux m'autoriser à appeler l'école pour savoir exactement ce qui s'est passé. Ça aussi, c'est une autorisation que vous pouvez vous permettre. Quand vous voyez votre enfant est parti à l'école le matin et qu'il revient à la maison dans un état un peu suspicieux, mais, vous lui posez des questions, il ne répond pas, mais ne vous privez pas, appelez l'école, vous dites, ah, mais je n'ai pas compris, est-ce qu'il y a des explications? Peut-être qu'il y a des explications. En ce moment, l'école peut vous dire, hey, écoutez, il y a ça. Et puis, comme ça, ben, vous avez l'enfant saura que vous êtes au courant. Parce que plus vous êtes informé, plus vous partagez l'information, que l'information circule entre l'école et vous, mais ça sécurise l'enfant et ça pousse l'enfant à être beaucoup plus attentif dans son comportement et dans ses relations avec les autres. Mais s'il y a une faille quelque part, tout de suite, on manque de vigilance. Et c'est ce qui nous conduit souvent dans des situations qu'on connaît. Et après, on va dire, bon, oui, il y a ça, et finalement, c'est un peu tard. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais en fait, si vous voulez, donc, en fait, comme il a dit Pape, c'est un échange. C'est un échange qu'on veut. Vous avez des propos aussi à partager avec nous. C'est important, effectivement, qu'on puisse partager ça entre nous. Est-ce que la question, elle est là, hein. C'est une question, par exemple... Ce que vous dites est très pertinent. Vous voyez que vous n'avez pas d'enfants, mais vous avez déjà des attitudes de... On n'a pas besoin d'avoir des enfants pour avoir du bon sens. Du bon sens. Ah ben écoutez, voilà. Plus de 20 ans. Ah ben, alors. J'ai fait comme mes enfants. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Dès qu'un enfant rentre à la maison, il n'est pas bien, je pose les questions. Ah ben voilà. Parce que les parents ne sont pas là, c'est moi, c'est parents. Responsable. Jusqu'à ce que les parents rentrent. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ajoute quelque chose qui est très important en ce moment. On pense tout simplement que celui qui peut surveiller son enfant, c'est l'homme de culture, celui qui sait. Mais un parent a de l'affect, a du cœur. Qu'il comprenne l'école ou pas, qu'il soit instruit ou pas. Et ça, j'aimerais bien que ça rentre dans les têtes. On pense seulement qu'il faut être très savant pour bien éduquer. Non, non, non. Un maman, elle a la sensibilité. La maman a l'œil. Je prends souvent un exemple de l'éthologie, c'est les animaux. Vous prenez une chatte qui a des chatons. Chatte et chaton. Vous allez voir, le chaton, il va apprendre à monter. Et il va tomber, boum, parce que les ongles, les griffes ne sont pas bien faites. Il n'a pas l'habitude. Vous voyez qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder la maman. La maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder là-bas. L'enfant, le chaton, il va faire comme ça. Il est parti. Vous connaissez tous ça. L'enfant, il tombe, il se fait mal,
Il regarde sa maman. Si la maman regarde là-bas, oh, tout va bien. Mais si la maman dit, ah mon minou, etc., ben, il va pleurer. Hein. Je fais un peu de théâtre, hein, mais ça, tous les parents, on sait ça. Hein. Voilà. Donc ça, j'insiste beaucoup, que ce n'est pas parce qu'on est universitaire, qu'on a fait l'école, qu'on est un bon parent. Je l'enseigne partout, pour tout simplement que les parents ne soient pas complexés. Et c'est moi qui ai introduit dans le Val-de-Marne le fait que les parents illettrés aillent à l'école et à la crèche. J'ai dit, vous avez votre place. Et comme Silla l'a dit, la maman sent, je viens à l'école, directrice, mon enfant n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Et je vous dis, nos enseignants sont très très bien, sensibles, gentils quand on sait les parler. Et quand on les prend de haut, c'est pas normal, c'est le conflit, c'est elle le chef. À l'école, c'est lui le chef. Il faut qu'on sache respecter ça aussi, quoi. Il faut qu'on sache respecter l'institution. Ce que vous avez dit, madame, c'est très important. L'éducation des enfants, on les laisse tard, ils sont excités. Et moi, j'ai été directeur de centre de loisirs, il y a ce qu'on appelle un rythme, une courbe de vie de l'enfant. Le matin, à midi, le soir, etc. Mais vous voyez, un enfant à 17 h, ça remonte comme ça, l'excitation. Il est fatigué la nuit, le lendemain, il met excusez-moi, il embête tout le monde à l'école. Et donc l'éducation, c'est quoi? Être à côté de ses enfants, leur donner une discipline, une hygiène comportementale qui lui permet effectivement d'aller tranquillement à l'école, de ne pas s'énerver. Il s'énerve, il devient violent. Il est fatigué, il devient violent. Il entend les parents qui, intrafamiliales, les violences intrafamiliales, il répercute. On ne dit pas systématiquement qu'il répercute, mais il peut. Voilà. Mais ce que vous dites est très bien, la vigilance des parents. La vigilance des parents. Voilà. Très bien. Ok. Donc on parle du contrôle parental. La définition que tu donnes, un enfant, c'est un projet. C'est la seule chose dans le monde où on n'a pas besoin d'un permis pour avoir un enfant. Moi, j'irai plus loin que toi. Effectivement, aujourd'hui, il faut un permis pour toute chose, sauf pour avoir un enfant. Or, un enfant, il ne peut vivre que avec beaucoup d'amour et un cadre. L'amour, c'est... alors, moi, je me présente, j'ai été enseignant pendant toute ma vie, directeur de colo, de centre. Aujourd'hui, je suis responsable du conseil de quartier pour la mairie. Mais la deuxième casquette, c'est que je m'occupe des seniors. Et si je parle des seniors, c'est que, par rapport à l'amour, c'est que chez les petits-enfants, on a défini quelque chose qu'on appelle l'hospitalisme. C'est Spitz qui avait parlé de cela. Un enfant qui n'a pas d'amour se laisse aller et peut partir lorsqu'ils sont dans un hôpital, sauf s'ils ont un objet de transition, un transitionnel. Et on retrouve la même chose chez les seniors, et on l'a vu pendant la Covid, c'était le phénomène de glissement. Donc de toute façon, il faut beaucoup d'amour. Le cadre, on pense qu'élever un enfant, c'est laisser à l'enfant faire ce qu'il veut. Il faut, alors, je suis aussi pour l'intelligence du cœur. De temps en temps, il faut affirmer l'intelligence du cœur avec... ma femme avait animé il n'y a pas longtemps une école des parents, j'y reviendrai là-dessus. Hein, c'est un petit peu ce que tu disais, Marie. Mais c'est vrai que si on veut vraiment un cadre, il faut absolument que les parents puissent avoir certaines références. Et Rufo disait, il faut de la frustration pour grandir. On ne peut pas... Tu parlais tout à l'heure des Nike. Qu'est-ce que c'est que cette société où un gosse, il se balade avec des Nike à 150 €. Moi, j'en ai eu dans ma classe, des t-shirts floqués au PSG et des iPhones. C'est complètement débile. Donc déjà, si on n'arrive pas, c'est difficile. Particulièrement, on revient sur les familles monoparentales, quand, ou même lorsque c'est parental, mais lorsque effectivement l'enfant a pris le pouvoir à l'intérieur de la famille, parce moi je traduisais les papiers et je faisais les papiers de ma maman dès l'âge de 13 ans. Donc c'est moi qui avais le pouvoir. Je l'ai utilisé de manière correcte, mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui l'utilisent pour leur bénéfice. Et c'est vrai que c'est très dangereux. Alors que faire? Moi je vois trois pistes. D'abord, il faut que les enseignants soient de nouveau formés. Et pas forcément, Pape, tu l'as bien dit, on a essayé de pousser. N'oublions pas qu'il y a 60 ans en arrière, les enseignants étaient simplement les instituteurs. Je parle déjà de l'éducation nationale, à la primaire. Ils avaient simplement un brevet, et ils faisaient leurs études, mais ils étaient formés correctement au contact d'autres enseignants. On a voulu faire monter ce niveau. Moi, je suis arrivé, j'avais une maîtrise, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de revenir à la licence, c'est pas si mal que cela, à condition que derrière, on ait vraiment 2 ou 3 ans de pédagogie pure.
Et c'est pas simplement enseigner des savoirs, c'est comment les faire passer. Et puis malheureusement, vu qu'on est dans un système où l'éducation nationale, elle est, elle est face à un monde effectivement où les parents sont absents, il faut aussi les former sur l'éducation. Donc déjà, il faut qu'il y ait ensuite, pour ça, il faut que les parents forment un triangle parfait entre l'enfant, l'enseignant. Alors tout à l'heure, Pape, tu as parlé des familles qui vont voir les écoles, qui rentrent à l'intérieur. Attention, à condition que les enseignants les invitent. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans mon quartier. Là, c'est un point qu'on pourrait déjà faire. Donc, la formation, une vraie formation des enseignants, où il n'y a rien en ce moment, ou en tous les cas, c'est très difficile. Ma fille enseigne à Aubervilliers, je disais, comme prof, en secondaire. Elle est entourée de vacataires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus. Ensuite, il y a l'éloignement. Comment peut-on enseigner lorsqu'on n'est pas au contact avec... Tu parlais du village. Je me souviens quand j'étais môme, et peut-être Marie fait la même chose, nos enseignants vivaient près de leur lieu d'école. Donc ils connaissaient tout le monde. Ils connaissaient les parents, ils connaissaient les enfants. Et quand, moi j'ai eu la chance quand je passais dans la rue, et je reçois maintenant, j'ai des grands bambins, et je pense qu'un jour j'en vais en marier, là, bientôt, on est au contact avec la population. Donc il faut que vraiment on ait une proximité. Que les parents sachent aussi trouver leur place entre l'enseignant et l'enfant. C'est-à-dire qu'il doit effectivement aider l'enseignant, comme l'enseignant doit aider les parents. Mais il ne faut pas que ces gens-là, les deux structures s'opposent. Sinon, on est fichu. Formation des parents. Quand il y a échec, parce que c'est difficile. Ma mère était seule, et je me permets de frère aussi, parce que élever des enfants, 3 enfants tout seul, c'est pas facile. Donc il faut qu'on arrive à aider ces gens-là de quelque manière. Alors interdire les institutions peut-être. L'éducation nationale dont j'ai fait partie pendant 40 ans, elle a son tort, c'est toujours de se rester enfermé. Grâce à différentes structures, financées par les différentes associations, enfin disons, on a des associations qui prennent le relais. Il faudrait qu'il y ait un lien total entre l'éducation nationale et les associations, parce qu'on n'élève pas un enfant comme ça. Donc il faut que les municipalités, il faut que les pouvoirs en place puissent aider les parents, puissent aider les enfants, à leur donner des endroits où ils peuvent se défouler. Peut-être effectivement, alors à l'époque, moi j'ai toujours été, il faut effectivement les prendre en charge, mais pas complètement parce qu'ils ont des responsabilités de parents. Il faut trouver un juste milieu. Mais effectivement, il y a des pistes à cela. Je ne vais pas trop longtemps m'éloigner parce que je pourrais parler pendant des heures et je voudrais que la parole circule. Je vais simplement dire une chose, c'est par rapport effectivement à ce problème aujourd'hui qu'on a de harcèlement, relié par les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut arrêter avec les... pourquoi ne pas interdire alors le gouvernement le fait, je ne suis pas du bord du gouvernement, je m'en excuse. Mais c'est vrai que parfois, même si on n'est pas du même bord, on peut avoir des idées communes, il faut simplement les idées, mais il faut aussi les mettre en application. Comment se fait-il que les gosses de CM1 ont des téléphones ou des iPhones même en main? Comment ça se fait ça? C'est impossible. Je ne sais pas d'où l'argent vient, mais en tous les cas, on est capable. Là encore, on est dans une irresponsabilité de la part des familles, un abandon, et on ne pourra pas élever des enfants s'il y a une... Il va falloir vraiment qu'on refasse des... Oui, ce que tu fais, Amadou, des rencontres encore et encore. La principale collège n'est pas arrivée. Donc, en tous les cas, chose est sûre, ça serait intéressant, c'est que nous, à l'école, on faisait les écoles de parents, on essayait d'avoir les cafés le matin pour aider les parents. Voilà. C'est vrai que dans les écoles, il y a de plus en plus des cafés des parents, justement. Après, la grande question, c'est comment mobiliser les parents sur ces cafés des parents, parce que bien souvent, les horaires ne sont pas très adaptés, puisque, vous l'aviez très bien dit, voilà, les familles monoparentales travaillent tôt et souvent finissent très tard, aussi le soir. Donc, mais pour impliquer au mieux les parents, justement, sur cette relation... enseignants et éducation nationale et parents, je ne sais pas s'il y a une expérimentation qui est faite en Île-de-France. C'est une initiative d'un professeur qui a pris cette initiative parce qu'il y avait un mal-être des enseignants, justement, à cause de la violence, etc.
la méthode qu'il a mis en œuvre, c'est réconciliation, ça s'appelle. En fait. Vous tapez ça sur Internet, vous avez la méthode. Et donc, c'était comment impliquer les parents, justement, comment on implique les parents dans l'école, en fait. Et il parlait de jeunes qui n'étaient pas forcément en difficulté scolaire, c'est pas ça, en fait. Mais du coup, ils ont mis en œuvre les enseignants volontaires, bien sûr, hein, c'est au volontariat. Dès qu'il se passait quelque chose, mais que ça soit du positif, comme des dysfonctionnements ou, je ne sais pas, le jeune ne faisait pas ses devoirs. En fait, il y avait toujours un contact, l'enseignant qui appelait le parent en disant, bah voilà, il se passe telle chose, pourquoi? Essayez de comprendre. Et les parents pouvaient aussi appeler l'enseignant en disant, bah, je ne comprends pas, mon enfant, il y a une baisse au niveau des notes, qu'est-ce qui se passe? Mais aussi, alors moi ce que j'aime bien, je trouve, c'est le côté positif. C'est aussi dire aux jeunes, bah, regarde, exemple, tu as eu 2 en maths, là, tu as 7, bah, tu as super bien progressé. Et ben continue. Et du coup, les parents sont dans la boucle, en fait. Et c'est aussi ça, mettre en valeur, en fait. En confiance. En confiance. Et ce prof, ça se passe dans un lycée, mais après, c'est applicable à quel que soit le niveau des écoles primaires, on pourrait imaginer ça. Et en fait, il disait que la plupart des jeunes réussissaient au bac, en fait. Et alors, il ne dit pas que il faut faire ça dans toutes les écoles, non. Mais je pense que du coup, les parents étaient vraiment impliqués. Alors, on parlait de coéducation, dans cette coéducation, et je dirais les apprentissages des jeunes. Et je pense que c'est peut-être ça, ou aussi essayer de travailler avec les enseignants, mais après c'est aussi à la volonté des enseignants et des parents, parce que c'est aussi impliquer les parents. Ce que vous dites est très pertinent. Moi, par exemple, il n'y a pas d'échec scolaire. Il y a tout simplement une éducation inadaptée. Tout à l'heure, on parlait des sons, U, etc. Et je vous ai dit, c'est tout simplement, peut-être que l'enseignant n'a pas compris que dans sa culture, il n'y a pas de U. On risque de mettre l'enfant en échec scolaire, alors que non. C'est à l'enseignant aussi de s'adapter. On appelle ça l'approche systémique. L'approche systémique, comment comprendre la situation? Quel est le problème? Si tu ne comprends pas, ben, tu ne peux pas agir. Et un enseignant, il est donnant, il comprend, et vous avez trouvé des alternatives, vous l'avez dit. Vous n'êtes pas une experte, mais ça, vous l'avez trouvé. Et ça, c'est super, ce que vous faites. Ce n'est pas pour vous flatter. L'éducation positive, mais l'enfant réussit. Mais vous lui dites bravo, mais vous dites aux parents bravo, mais vous allez voir que le parent va adhérer. Mais tu es capable de progresser. De progresser. Alors pour la progression, il faut mettre un tuteur. Hein. Vous connaissez le système du tuteur avec la branche. Vous mettez le tuteur pour qu'il tienne droit. Parce que dès que vous lâchez, tac, ça veut dire tout simplement c'est un travail constant et perpétuel de vigilance. Quand on est dans une famille monoparentale, ce n'est pas facile, il n'y a pas de structure, etc., etc. Mais, je vous ai dit, la France commence à prendre des mesures, notamment, par exemple, à Marseille, où les enfants, il y avait beaucoup de femmes seules, et les enfants allaient à l'école à 2 ans. Pourquoi? Pour les récupérer vite et les mettre dans un système. Aussi, ils avaient des centres d'accueil plus tard pour récupérer les enfants, les familles qui étaient un peu fragiles, etc. Ça demande des moyens. Tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Cher ami Ariel, quand je parlais de cette maman-là, c'est tout simplement une collaboration entre les associations de mamans et l'école. La maman ne s'improvise pas. Hein. Il y a une collaboration. Voilà. Hein, il y a un partenariat entre une association, c'est-à-dire ces mamans-là, et parmi ces mamans, il y a une personne ressource qui connaît tous les enfants du coin. Et dès qu'on le voit, dans le système traditionnel, on baisse la tête, il y a le signe du respect, etc. On sait que si tu déconnes, ben je vais venir moi-même chez toi. Et si je viens chez toi, en Afrique, on corrige. La personne qui est dehors corrige. Les parents corrigent. Donc, double correction. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Il y a d'autres systèmes de correction sans passer par la tape.
Hein, voilà, on enseigne ça, qu'on ne tape pas les enfants, on les corrige autrement. Hein, on leur apprend qu'il faut prendre le iPhone 15 par exemple, puisque quand vous le prenez, il est malade. Hein, il est malade. Hein, mais avant, vous faites un deal. Tu n'es pas correct, voici l'échelle de sanction. On n'a pas besoin de taper. Donc on leur montre. Et les parents, il faut aussi les instruire, il faut leur apprendre. Ce n'est pas parce qu'on est en France, qu'on est né en France, qu'on connaît tout. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle à la marge, ils ne savent pas. Les étrangers ne savent pas. Il y a des étrangers comme nous, on est venus universitaires, intellectuels, on sait, on lit, on sait. Voilà, vous avez des Français qui ne connaissent pas le système, parce qu'ils sont à la marge, etc. Mais tout le monde, il faut les prendre en charge, les éduquer, les instruire, pour qu'ils comprennent le système éducatif. Qu'est-ce que éduquer un enfant? Comment fonctionne l'école? Voilà. Et un parent doit être présent effectivement à ce qui se passe dans l'école, et Silla l'a bien dit, notre ami Adiel l'a dit, vous l'avez très bien dit. Il faut une collaboration, et je suis très content de trouver ce mot-là, la réconciliation. Voilà, hein, dès que je rentre ce soir, je vais travailler dessus, parce que, voilà. Hein. Il y a un film qui est sorti d'ailleurs. Eh bien, c'est parfait, je vais trouver tout ça. J'ai essayé de trouver, mais en fait, il est paru au cinéma en 2022. 2022, d'accord. Mais j'arrive pas à trouver en fait. Si je le trouve, je l'envoie, c'est là qu'il vous l'enverra. Mais en fait, je pense que c'est le prof. D'accord. Oui, c'est local. En fait, oui. Parce qu'il n'est pas du tout vendu. Par contre, il y a toujours des extraits. Des extraits, oui. D'expérimentation, et je trouve que c'est inspirant. Bien en fait. sûr. Je ne dis pas qu'il faut reproduire, mais c'est inspirant. C'est inspirant, c'est inspirant. Vous savez, moi, je donne des cours, des projections de films suivis de débats, les banlieusards. C'est un film que j'ai accompagné plus de 20 fois dans les quartiers difficiles, etc. Avec soit des animateurs ou des enseignants, des foyers, des centres sociaux, etc. Les banlieusards, vous voyez, familles difficiles, délinquants, etc., etc. Il y a une pépite, le jeune avocat qui veut s'en sortir. Hein. C'est ce qu'on dit, comment la réussite scolaire dans les quartiers populaires. Il y a une semaine, je travaillais avec des entrepreneurs. Les gens vont chercher des jeunes là où il ne faut pas les chercher. Ils disent qu'on ne trouve pas. Et Mme Moreno, qui était une ancienne ministre, c'était à Vincennes, leur dit, vous ne savez pas où il faut aller. Vous allez chaque fois à HEC, vous allez à Sciences Po, mais allez à Saint-Denis. Allez dans le 18e. Vous allez trouver des jeunes qui sont très forts. Voilà. Mais eux, ils vont aller HEC, Sciences Po, Raspail, Sorbonne, mais ils ne viendront pas chez Silla pour lui demander, Silla, est-ce que tu as un jeune homme, est-ce que tu soupçonnes, Marie, est-ce que tu soupçonnes quelqu'un qui peut, etc. Et ils ont dit, ah ben oui, vous avez raison, vous avez raison. Voilà. Donc vous voyez, la curiosité, être curieux, chercher, et vous avez parlé de cadre, c'est les Canadiens qui sont forts là-dessus. Sur l'enseignement et l'éducation, le cadre. Un enfant qui n'a pas de cadre, il n'est pas construit. C'est pourquoi je parle d'hygiène. Le cadre, c'est l'hygiène. On lui apprend quelque chose, des règles. Dans la société traditionnelle, moi j'aime bien faire du parallélisme société traditionnelle, qu'elle soit africaine, asiatique, indienne, sénégalaise, etc. Parce que les traditions, c'est ça. Et la modernité. Dans les sociétés traditionnelles, on va apprendre à l'enfant ce qu'on appelle des rites d'initiation qui existaient en France à l'époque. L'armée, le service militaire, le permis de conduire, etc. Bien. Donc, on prépare l'enfant à la vie en société. On le prépare à la vie en société. Donc, il y a du permis et de l'interdit. Ce qui est permis, ce qui est interdit. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Dans le permis, vous avez un cadre, là. Il va essayer d'aller à la frontière, à la limite. Et il va vous regarder. La maman ne dit rien. Le lendemain, il dit, comme la première fois, je suis allé jusqu'au mur, la maman n'a rien dit, maintenant je peux aller plus loin. Mais l'enfant, c'est ça, il est innocent, il ne sait pas. Et l'enfant, il prend des risques. Mais si le premier coup, on lui avait interdit d'aller au mur, il aurait compris. C'est ce qu'on appelle éduquer. Et c'est ce qu'un philosophe qui est blanc, il n'est pas noir, il s'appelle Alain. Il a dit, il faut dresser l'enfant. Je vous le dis parce qu'il y a 20 ans, j'ai donné pendant 10 ans des cours à l'UFM de Franche-Comté de Besançon. Et j'étais surpris quand j'ai dit qu'on dresse un enfant, un futur enseignant se lève, on dit, mais M. Soukou, ça ne va pas, non? Ce sont les animaux qu'on dresse.
Bah, je lui dis, je suis désolé, moi je parle en français académique. Dresser, c'est rendre droit. C'est vous qui ne comprenez pas français, parce que dresser pour vous, c'est seulement les animaux. Et Alain, le grand philosophe Alain, il dit dresser un enfant, c'est-à-dire le rendre droit. Et il a pris l'exemple du tuteur. Quand tu prends une plante, tu l'arroses, la plante va monter et de temps en temps, il va faire ça. On lui met un bâton pour qu'il prenne la tangente. Voilà. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Parce que sinon, comme on dit en Afrique, celui qui laisse un enfant faire tout ce qu'il veut, qui n'a pas de cadre, il va faire caca sur ta tête. On dit, il va faire caca. Si tu ne le dresses pas, si tu ne le mets pas dans un cadre, si tu ne lui apprends pas à vivre avec madame, à vivre avec la différence, à vivre avec l'autre, ben, tu seras la première victime. D'où la nécessité d'être vigilant. La vigilance n'est pas sanction, la vigilance est amour, comme tu as dit, présence, accompagnement, écoute, mais jouer avec les enfants, les apprendre à jouer. Moi, avec certains parents, j'ai travaillé avec des parents asiatiques qui me disaient que quand ils jouent avec l'enfant, leur autorité est sapée. Je leur ai dit non, c'est pas possible. Dans le cadre de ce jeu, il y a des règles. La règle sur la non-violence, la règle sur quand vous échouez, vous acceptez l'échec. Parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas accepter l'échec. On le trouve dans les cours d'école. Et dès qu'ils échouent, il y a un but qui est rentré, je prends le football, bah, il se fâche, hein, après le prochain qui est là, il te casse la jambe. Et tu as l'enfant, il arrive, il boite, mais la maman n'a rien dit, mais s'il là est vigilant, il lui dit, mais tu boites là, ce matin tu ne boitais pas. S'il là est vigilant, mais l'autre parent a banalisé. Et 2 jours après, la cheville est enflée, la nuit, il ne dort pas, les urgences. Et ça arrive beaucoup. Hein, on a parlé de vigilance, c'est extrêmement important. On a parlé de cadre, voilà. On a parlé de collaboration entre effectivement les institutions, les parents et l'enfant. Voilà. Et de plus en plus, la France essaye d'avancer, de travailler là-dessus pour qu'effectivement les parents soient aussi au cœur de l'éducation. Pour que les parents soient sollicités, qu'ils prennent leurs responsabilités. On parle de famille monoparentale, il n'y avait que la maman, mais qu'est-ce que le géniteur, il fait aussi, le papa? Où est-ce qu'il est? Si la femme doit seule assumer tout ça. Et on lui met beaucoup de choses sur sa tête. Elle doit aller travailler, elle doit s'occuper de ses enfants, mais ce n'est pas facile du tout. Il y a des femmes monoparentales, des familles monoparentales qui réussissent très, très, très bien. Il ne faut pas qu'on dise que monoparental égale échec. C'est faux. Il y a des femmes, comme on dit dans la tradition, qui mettent le pantalon et le pagne. Ils sont le père et la mère. Tout dépend de leur personnalité, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. Ils ont ce qu'on appelle des méthodes militaires. Mais c'est normal parce que c'est des règles. Ce qu'on appelle le cadre. Et dans ce cadre, il y a toujours l'affectif. Voilà. Et donc, donnons de l'amour à nos enfants, faisons confiance aux enfants. Et tout ça va atténuer effectivement les envies de violence, qui sont souvent un héritage ou bien un environnement qui est difficile. Et maintenant, vous voyez, ce ne sont même pas que les enfants, même les adultes sont en tension avec la crise environnementale. Même nous tous, on est un peu fébriles. Tous. Sauf Marie, hein, qui est très zen. Hein? Marie est très zen. Mais tout le monde est un peu tendu. On est tendu. Voilà, il y a la précarité environnementale, etc. On ne sait pas quand vous entendez, ah, il y a tel coup de couteau. Vous voyez, il y a la guerre de l'autre côté. Il y a les manifestations, etc. Mais tout ça nous affecte. Mais tout ça nous affecte. Et c'est pourquoi il faut qu'on soit encore plus vigilant et qu'on se parle pour que tout simplement le vivre ensemble puisse... C'est possible. On peut vivre sans violence, on peut vivre. C'est une utopie, mais on peut vivre sans violence. Voilà. Et Lévinas, je terminerai là-dessus, qui dit « Je ne serai pas violent envers toi parce que quand je te regarde, je me vois. » Ce qu'on appelle la théorie du miroir. Et donc, comment lui faire mal? Voilà. Eh bien, alors, madame. Il n'y a pas d'augmentation de la violence des jeunes. Tout à fait. Voilà. Donc, je pense que c'est important que nous, on véhicule pas comme ça des idées qui sont véhiculées par les médias pour excusez-moi, mais je pense pour des raisons plutôt mauvaises à la base. Tout à fait. Voilà. Et donc je pense, donc il n'y a pas d'augmentation. Donc moi je suis au collège Clémenceau, donc c'est le collège des enfants de la salle de Dors, on va dire comme ça. Et chaque fois quand je vais quelque part, on me dit « Oh, ça va être terrible !» Et c'est pas du tout terrible. C'est très bien même, c'est très apaisé, c'est très agréable.
Il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que j'y tiens. Et puis aussi parce que de dire qu'il y a une augmentation comme ça fait aussi le jeu des écoles privées. Bien sûr. Et qu'il faut faire attention à ça, parce que les écoles privées, elles sont forcément moins ouvertes que les écoles publiques, qui sont les écoles où il y a le plus de mélange entre les enfants. Donc je tiens à l'école publique. Et donc pour tenir à l'école publique, il ne faut pas faire le jeu de l'école privée. L'école privée se développe sur la peur des violences de l'école publique. Donc il n'y a pas d'augmentation. Par contre, juste il y avait un tout petit aspect là-dessus sur lequel, auprès des parents, je tâcherai de mettre l'accent. Alors c'est un peu cliché, mais s'il y a une transformation, c'est vraiment au niveau des réseaux. C'est vraiment au niveau des téléphones et des réseaux sociaux. Elle est là, la transformation. Moi, je fais ce travail, alors quand j'étais prof, mais donc ça fait 25 ans, donc j'ai vu un peu une évolution. Et en fait, avant, les problèmes, ils arrivaient au collège, ils restaient au collège, après les enfants, ils partaient à la maison, il y avait un stop, ils revenaient, et donc on les voyait, on les gérait. Maintenant, les problèmes, ils commencent à l'école. Le problème, c'est que les enfants partent avec les téléphones et avec les réseaux sociaux à la maison. Et dans la soirée, ça prend une proportion incroyable. Incroyable. Et après, c'est très dur à gérer. Parce qu'en fait, il n'y a pas un coupable et une victime. C'est souvent beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Entre guillemets, la personne qui est agressée va répondre, parfois violemment sur les réseaux, parfois aussi en insultant, parfois aussi en faisant des erreurs. Du coup, tout ça est compliqué. Et donc, juste vous parliez de vigilance. Nous, on rappelle beaucoup aux parents que les enfants n'ont pas le droit d'être sur les réseaux sociaux avant, je ne sais plus si c'est 13 ou 15 maintenant, ou quelque chose comme ça, mais vraiment, il faut faire... Founé fait une entrée majestueuse. Bienvenue. Je vous invite vraiment à faire très attention à ça, parce que dire qu'un enfant n'a pas le droit d'être sur un réseau jusqu'à 14 ans, ça veut dire que ces actes sur les réseaux, c'est vous qui en êtes responsable. Oui, tout à fait. Et je crois que vous entendez aussi dans les médias à quel point actuellement il y a la volonté de faire un trait assez direct, on va dire, entre l'action des enfants et les parents. D'accord ? Tout à fait. Or, les enfants, d'abord ils font des bêtises, c'est normal, et c'est des enfants, et puis ils sont ados, et puis voilà, c'est comme ça, c'est un package avec leur amour, on prend leurs bêtises. Mais le fait est que pour beaucoup de choses qu'ils font, comme ils sont nés avec, ils n'ont pas du tout conscience, mais alors pas du tout conscience que c'est interdit. Mais pas du tout. Par exemple, un truc très, très simple, je vois qu'il y a des jeunes ici aussi, des plus jeunes peut-être qui les diront, mais même ma propre fille, une fois, je grondais un élève parce qu'il avait menacé un autre. D'accord ? Il dit, ah, toi tu vas voir et tout. Et donc ma fille me dit, mais maman, si tu commences à gronder toutes les élèves qui se menacent, tu vas y passer tous les jours et toutes les nuits, quoi. Et donc pour elle, c'était normal. Et pour eux, c'est normal de menacer. En fait, ils se menacent entre autres, hein.